Bonjour à toutes et à tous. Comment financer et structurer une filière européenne souveraine? C'est ce que nous allons voir dans cette table ronde en prenant un cas très particulier, celui des dispositifs médicaux implantables. Et pour en parler, deux invités à mes côtés, Béatrice de Coecler, responsable sectorielle innovation santé à BPI France, et Arnaud Mascarel, CEO et cofondateur de Fine Art. Développer des innovations en santé, on le sait, est toujours un parcours long, et lorsqu'il s'agit de dispositifs médicaux implantables actifs, les enjeux sont encore plus complexes. C'est ce qu'on va voir avec BPI France et Fine Art. Nous allons voir justement comment ces innovations peuvent devenir non seulement des réussites médicales, mais aussi les piliers d'une filière européenne souveraine. Béatrice de Coecler, bienvenue à tous les deux sur ce plateau de la French Care. Béatrice, pourquoi est-ce que ce cas particulier des dispositifs médicaux implantables est un sujet stratégique pour la France et pour l'Europe? Quelle est la vision que porte BPI France sur ce sujet? On va faire un petit focus encore plus resserré sur les dispositifs médicaux implantables actifs et en cardiologie. Pourquoi la cardiologie et pourquoi c'est aussi si critique pour la France et pour l'Europe? Il faut remettre déjà on va dire cette filière dans son contexte, on va dire, pathologique. C'est-à-dire qu'on parle souvent de cancer, de maladies neurodégénératives et autres. On parle très peu de cardiologie et pourtant c'est la deuxième cause de décès en France par an. Beaucoup de maladies cardiaques, c'est près de 2,5 millions de personnes qui vivent avec des pathologies cardiaques, dont l'insuffisance cardiaque, dont je pense Fine Art va parler plus tard. Et donc, ça déjà, cette prévalence de pathologie veut dire une chose, on a besoin de traitements pour soigner ces personnes. On pense tout de suite à des traitements médicamenteux, mais malheureusement, ces traitements ne sont pas forcément suffisants. Dans les premières phases, oui, mais quand les maladies sont de plus en plus avancées, il faut passer à des choses plus lourdes, et notamment à ces fameux dispositifs médicaux implantables actifs. Et ces dispositifs médicaux implantables actifs, il faut savoir que la France était pionnière dans la recherche clinique. Première implantation cardiaque, première implantation d'un défibrillateur cardiaque également. Donc on est vraiment des pionniers, on était une terre d'innovation clinique dans le domaine de ces dispositifs médicaux. Mais vous le mettez à l'imparfait. Mais voilà, totalement. On le met à l'imparfait parce qu'aujourd'hui, on a un vrai recul. On a un recul sur le plan industriel. Nous n'avons plus d'acteurs industriels majeurs. Ils sont tous extra-européens. Sur la partie clinique, maintenant, tous les essais cliniques, les premières cliniques se font en Australie ou en Géorgie. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur une perte de savoir-faire en innovation, de perte de savoir-faire en clinique, au plan industriel. Et malgré tout, on a toujours quand même un vivier de start-up magnifique, dont Fine Art fait partie, mais pas que. On est toujours étonné de ce renouveau de start-up. Et pour BPI France et pour l'État, plus largement, il faut pouvoir recréer une filière. Et recréer une filière, ça veut dire soutenir les start-up, mais pas que. Parce que quand on parle d'un dispositif médico implantable actif, on n'est pas sur une petite molécule chimique. On est sur un dispositif qui contient de l'électronique, qui contient une batterie, qui contient du plastique. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir les sous-traitants qui vont être capables de fournir tous ces éléments. Et c'est là où la notion de filière, notamment pour ces produits, prend tout son sens. Merci pour effectivement ce tableau très précis que vous venez de poser, Béatrice. Arnaud Mascarel, j'ai envie qu'on complète ce tableau avec votre casquette d'industriel avant de venir à cette solution que vous développez, Fine Art. Est-ce que vous partagez le constat de Béatrice sur l'état des lieux et puis sur ce besoin de reconstruire, de restructurer une filière européenne? Alors non seulement je le partage, mais on le vit. On le vit. Alors je l'ai pu le vivre dans ma vie passée avant l'aventure Fine Art, parce que j'ai fait partie d'un grand groupe américain et j'étais en charge des essais cliniques à l'époque pour ce grand groupe américain. Je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Et j'ai vu un changement de paradigme au niveau, si on parle de recherche clinique, mais c'est un vaste débat, mais la recherche clinique en fait partie, où la France et l'Europe étaient un peu le fer de lance de ces essais cliniques. Et même l'innovation américaine venait tester ces innovations en Europe. Et ça s'est complètement inversé il y a, je dirais, une quinzaine d'années, où aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Et on flèche directement les innovations vers les États-Unis parce que le chemin clinique est simplifié et certainement aussi pour d'autres raisons, j'y viendrai plus tard. Et vous l'expliquez comment, justement, ce changement de paradigme? En fait, il y a une problématique majeure en Europe, même si c'est un marché qui est
on pourrait dire à peu près équivalent au marché américain en termes de population, en termes de pathologie. On l'a dit, deuxième cause de mortalité en France, l'insuffisance cardiaque et toutes les maladies cardiovasculaires, voire même la première si on intègre toutes les maladies cardiovasculaires devant toutes les formes de cancer. Et pourtant, le marché européen, et malgré tous les acteurs et les innovations et la richesse du système de santé, c'est un marché qui est fragmenté parce que vous avez autant de guichets au niveau réglementaire, au niveau remboursement, que vous avez de pays. Et donc, ça complexifie énormément l'accès au marché, ça complexifie énormément la tenue d'essais cliniques, parce que c'est autant de guichets que de pays constitutifs de l'Union européenne. Vous êtes aux États-Unis, vous avez un guichet unique, c'est la FDA. Malgré ces exigences, ça simplifie quand même la relation et ça raccourcit forcément les temps pour pouvoir passer du clinique au remboursement. Donc, il y a un enjeu réglementaire majeur dans cette structuration de la filière à poser. Peut-être un mot maintenant de Fine Art, de la solution que vous développez, et justement en quoi cette solution et ce que vous vivez montre bien les enjeux à relever aujourd'hui dans cette filière. Alors, j'ai parlé du clinique, mais effectivement, avant de parler du clinique, il y a toute la filière industrielle et dans un dispositif implantable actif, puisque c'est principalement le focus de cette discussion, en fait, il y a des briques technologiques qui sont clés. Puisqu'on parle d'actifs, par définition, ça veut dire que c'est des dispositifs qui ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir communiquer avec le patient, avec le soignant, et pour nous donner des informations sur l'efficacité thérapeutique et notamment sur la prédictivité de son efficacité. Ces batteries-là, aujourd'hui, nous, quand je dis je cautionne complètement ce que vient de dire Béatrice, nous, lorsqu'on s'est intéressé à ces problématiques-là, on a fait le tour de la planète pour voir quels étaient les acteurs capables de fournir des dispositifs, et en tout cas des batteries de grade implantable. Malgré l'innovation, malgré la connaissance et les technologies qu'on a en Europe sur ce type de solution, il n'y a pas aujourd'hui ou très peu de choix stratégiques de ces industriels pour aller dans le dispositif médical, et notamment le dispositif médical implantable, compte tenu des enjeux, des risques, etc. Donc, on est obligé d'aller vers les États-Unis pour se fournir sur ce type de briques. Il y a d'autres briques. La batterie, il faut bien qu'on l'encapsule dans un boîtier. Aujourd'hui, c'est pareil. Un des enjeux de la fiabilité et de la longévité des dispositifs implantables actifs, c'est la capacité à l'encapsuler de façon fiable et durable. On n'est pas simplement en train de dire on va mettre ça dans un boîtier et c'est fini. C'est souvent une brique qui est peut-être sous-estimée et pourtant qui est extrêmement stratégique et majeure, parce que c'est ce qui fait que votre dispositif va être fiable et va être durable et assurer la performance au long cours. Parce que vous aurez assuré une intégration, une encapsulation de façon la plus robuste possible et qui répond aux standards, que ce soit les standards cliniques, les standards techniques et les standards réglementaires. Et aujourd'hui, là aussi, pour le moment, c'est la panacée de l'industrie américaine principalement. Certainement, encore une fois, parce que le marché et l'écosystème, il est certainement beaucoup plus étoffé outre-Atlantique. Et pourtant, encore une fois, il y a le même besoin en Europe. Mais encore faut-il être capable de se structurer, de se coordonner et donc de fonctionner en filière. La troisième brique, et qui est on va dire un cheval de bataille de Fine Art, c'est la capacité de transférer l'énergie dans ce boîtier, de transférer l'énergie pour pouvoir recharger les batteries, parce que notamment sur des dispositifs implantables actifs qui nécessitent des niveaux d'énergie qui ne sont pas, je dirais, satisfaits par des batteries non rechargeables, type pacemaker. On a tout un pan de thérapie de dispositifs implantables qui sont des dispositifs, on va dire, électromécaniques, qui nécessitent des niveaux d'énergie bien plus importants que ce que peut nécessiter un pacemaker, par exemple. Et pour cela, on a besoin de venir communiquer avec le système, transférer de la donnée et transférer de l'énergie. Et ce transfert d'énergie ne peut se faire de façon fiable que si l'encapsulation se fait dans un matériau qui est non métallique pour pouvoir permettre de transférer tout ça. Okay. Et ça, là aussi, il y a, je dirais, c'est vraiment le cheval de bataille de pouvoir développer ce type de technologie, ce transfert d'énergie de façon fiable et durable. Et là encore, il faut que l'Europe ne passe pas à côté du train. Pour le coup, les États-Unis ne sont pas c'est bien une brique pour laquelle les États-Unis ne sont pas présents ou très peu.
parce que c'est quelque chose qui est très innovant et c'est quelque chose que nous portons au niveau de Fine Art et que nous voulons disséminer à travers l'Europe dans le cadre de cette filière européenne. Donc on voit bien le nombre de dépendances finalement à d'autres marchés. Encore sur cet aspect très précis du transfert d'énergie, vous comptez encore maîtriser cette brique. Est-ce que dans le cadre du projet que vous menez conjointement, qui est Tech for Cure, vous avez les moyens, l'ambition peut-être, d'aller solutionner ou du moins répondre à ces différentes dépendances? Peut-être Béatrice et puis ensuite Arnaud Mascarel. Oui, juste pour revenir un petit peu sur ce gros mot de PIEC, c'est un cadre européen justement qui vise à financer des projets majeurs complémentaires les uns avec les autres sur une thématique clé, une thématique que l'on va juger comme prioritaire et stratégique pour l'Europe, mais également où il va y avoir ce qu'on appelle des failles de marché, c'est-à-dire que en gros ça va coûter tellement cher à développer que le retour sur investissement va être très très long et encore plus en Europe comme Arnaud l'a dit avec la segmentation du marché. Donc vraiment, les dispositifs médicaux implantables actifs en cardiologie mais représentent vraiment l'exemple clé. L'exemple, ouais. C'est vraiment important. Donc, ces projets sous autorisation européenne, mais c'est de l'argent de chaque État membre, en gros. Okay. Ils sont validés par l'Europe, justement, dans une logique un petit peu de puzzle, de Lego, pour avoir vraiment une vision globale d'ensemble. Et ils sont autorisés dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque acteur va avoir son propre projet, mais il va collaborer avec d'autres acteurs dans d'autres États membres ou même en France, justement pour avoir plus de force de frappe, pour avoir un projet plus cohérent, plus ambitieux, comme l'a dit Arnaud, parce qu'on est là aussi pour faire de l'innovation de rupture et pour aller là où les autres ne sont pas encore. Donc, c'est vrai que c'est des projets très particuliers par rapport à ce que l'on peut voir dans France 2030, mais c'est des projets vraiment très ambitieux, long terme, très coûteux. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut faire en sorte également de ne pas retomber dans la problématique que l'on connaît actuellement du médicament. Tout le monde connaît les pénuries de médicaments. Hein. Je pense que c'est beaucoup dans la presse, mais on a également des problématiques de pénurie des dispositifs médicaux. C'est moins connu, mais c'est une réalité, puisque, comme l'a dit Arnaud, la supply chain est très, très, très complexe. On s'appuie quand même beaucoup sur du tissu industriel dit classique comme de la plasturgie, où on a encore beaucoup de savoir-faire en Europe, mais il faut aussi pouvoir travailler avec ces acteurs et les préserver, justement pour conserver une filière plus souveraine. Donc, et limiter les dépendances que l'on peut avoir sur certains médicaments. Donc, si je comprends bien, ce PIEC ne va pas permettre de financer d'une manière très séparée des projets individuellement, mais plus largement, l'ambition est de structurer la filière au niveau européen. Exactement. Et alors, de votre côté, pour Fine Art, qu'est-ce que ce dispositif va pouvoir changer ou apporter ? Alors pour nous, c'est extrêmement important et structurant dans le développement de la société. D'une part, bien sûr, c'est du financement. Et comme l'a dit Béatrice, ça reste la clé puisqu'on est dans le domaine du médical implantable sur des temps très longs. Et c'est certainement, si je reprends un petit peu l'allusion à l'introduction que vous avez faite, où on est les pionniers, on a beaucoup d'innovation. C'est toujours le cas, énormément d'innovation. Alors la cardiologie particulièrement, parce qu'il y a une vraie excellence, une vraie école de cardiologie en France et plus largement en Europe, mais la France est vraiment reconnue pour ça. Mais je dirais même au-delà de la cardiologie, la médecine, l'excellence de la médecine est quelque chose de reconnu au niveau international. L'excellence des ingénieurs, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau international. Donc l'innovation se génère, il y a beaucoup d'idées et il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de soutien dans ces phases précoces, je dirais, de faisabilité, de recherche et développement. Il y a des outils de financement, notamment en France, avec du crédit d'impôt recherche, qui reste un élément extrêmement structurant et clé pour des sociétés comme les nôtres. Mais il y a aussi des soutiens, des programmes, France 2030 en est un, des programmes en région, etc. Et pourtant, les innovations partent. C'est bien un problème, parce que, comme on est sur des temps longs, il faut que le financement s'intègre dans un horizon qui soit compatible avec les modèles d'investissement, que ce soit dans le capital risque ou sur d'autres types de modèles de financement. Et il faut aussi que les tickets, on va dire, à investir soient suffisamment conséquents pour permettre, lorsqu'on a passé les étapes, on va dire, de recherche et développement, d'innovation, permettre ensuite de structurer la filière industrielle qui permet de passer à l'échelle.
Sinon, vous créez de l'innovation, mais la création de valeur part à l'étranger et encore une fois, très souvent aux États-Unis, comme ça a été le cas. On parle des pionniers. Nous, on a été les pionniers fondateurs du pacemaker, resynchronisateur pour traiter l'insuffisance cardiaque. Et c'est une très belle technologie. Il y a 100 000 patients traités à travers le monde chaque année. Ça génère beaucoup de business et c'est la panacée des grands groupes medtech américains. Parce que c'est des choses, pour exactement les raisons que je vous ai évoquées, qui sont parties ensuite se développer, s'industrialiser, parce qu'il y a une capacité à la fois de financer, mais pas que. Il ne faut pas voir les États-Unis comme uniquement un pays qui est capable de financer, qui a une appréhension au risque peut-être un peu différente de ce qu'on peut faire en Europe. C'est aussi, encore une fois, la capacité de mettre en alignement le financement, le marché et les outils industriels qui vont avec. Et c'est là où il faut, dans le cadre de filières, réussir aussi à aligner tout le monde pour faire la même chose et réussir à être pérenne du début de l'innovation jusqu'à la mise sur le marché et au-delà. Et j'imagine que c'est la stratégie de BPI France d'accompagnement. Effectivement, on l'a entendu, un temps long, un financement des phases précoces nécessaires qui est réel, qui est actif. Mais ensuite, il ne suffit pas de financer, il faut trouver ses marchés, c'est ça ? Oui, en effet, c'est là où le bas blesse aujourd'hui pour toutes nos startups. Malheureusement, c'est l'accès au marché et l'accès au marché national. Dans le sens où malheureusement l'appétence des acheteurs hospitaliers français pour les innovations françaises est très bas, il faut le dire. C'est quelque chose pour lequel on se bat beaucoup chez BPI France. Le partenariat avec le RESA signé hier matin ou avant-hier matin est un bon exemple, où on essaye aussi de faciliter cette mise en relation entre les innovations que nous, on finance avec France 2030 et les acheteurs, parce que en effet, je ne vois pas comment un acheteur américain pourrait acheter un produit qui n'est pas vendu sur son propre marché. C'est-à-dire que le fait même que les acheteurs nationaux bloquent l'achat des solutions développées sur leur territoire, au final, bloque tout le marché. Et donc, souvent, la seule porte de sortie, ça va être un rachat par une autre boîte qui aura la force de frappe. Et c'est vrai que cette partie accès au marché est aujourd'hui le frein principal de nos startups et sur lequel vous pouvez mettre autant de financement que vous voulez. C'est plutôt un mindset, une culture qu'il faut changer et c'est ce à quoi on s'attelle, mais il va falloir du temps. C'est une question de confiance, c'est une question de visibilité du marché, c'est une question d'attractivité du marché. Je vous pose un peu la question à tous les deux. Ce que l'on voit, c'est que les acheteurs préfèrent se sentir sécurisés et acheter chez des entreprises qui sont établies. Des entreprises dans lesquelles ils vont se dire on va pas avoir de problème de dépôt de bilan, on les connaît bien, on a l'habitude, elles ont pignon sur rue. Donc c'est vraiment une appétence au risque et à l'innovation de rupture. Alors, ça se comprend. Moi, je me mets du côté de l'acheteur et des systèmes de santé, des hôpitaux et des cliniques qui sont finalement les acheteurs de ces innovations et de ces dispositifs implantables, puisqu'on parle principalement des dispositifs implantables. Moi, je l'ai connu, même dans des grands groupes, il y a des problèmes de fiabilité, on appelle ça des recalls. Il faut rappeler les produits parce qu'il peut se passer quelque chose. On a identifié, il y a un bug, quel qu'il soit. Mais encore faut-il que la société ait les reins suffisamment solides pour pouvoir rappeler les dispositifs, pouvoir modifier et corriger ce qui ne va pas, ensuite proposer le correctif, remettre sur le marché, peut-être refaire les tests précliniques ou cliniques qui permettent de valider les modifications qui ont été faites. Vous voyez, c'est des temps, encore une fois, qui sont longs, c'est des investissements longs. Et effectivement, lorsqu'on est une petite structure qui n'a pas forcément une visibilité en termes de financement ou de capacité industrielle capable de répondre à ces temps longs, un acheteur va s'intéresser plutôt à des grands groupes qui, eux, peuvent fournir ce type de garantie. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut créer ces champions aussi en Europe pour pouvoir répondre à ce type d'exigences. Après, dans l'innovation, malgré tout, je pense que le problème, il est aussi financier, c'est-à-dire que la façon dont on finance les centres de soins, que ce soit les hôpitaux, notamment publics, qui sont des financements aujourd'hui à la tarification à l'activité. La tarification à l'activité s'appuie sur des dispositifs qui sont déjà remboursés, qui sont déjà donc bien matures, alors que beaucoup dans l'innovation sont des dispositifs qui sont en phase d'autorisation de mise sur le marché, alors que ça soit par des validations cliniques, notamment le marquage CE,
Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez un marquage CE, pour pouvoir le vendre, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut ensuite aller voir chacun des guichets pour négocier le remboursement. Et puis, il n'y a pas d'uniformisation en Europe, donc vous avez autant de négociations et de prix de remboursement qui va être finalement établi avec les discussions que vous allez avoir avec les différents organismes économiques qui s'occupent de rembourser les dispositifs. Et donc ça prend du temps. Et donc, aujourd'hui, alors, il y a quand même des choses qui ont été faites. En France, il y a ce qu'on appelle les forfaits innovation. C'est des choses qui ont été mises en place. Notamment, il y a aussi la Haute Autorité de Santé qui permet de faire des rendez-vous précoces pour pouvoir identifier un petit peu quel doit être le chemin clinique et réglementaire et quelles seraient les attentes en termes de remboursement, donc d'analyse médico-économique qui permettrait de valoriser le prix de votre dispositif en regard de ce qui peut exister déjà sur le marché ou pas. Mais tout ça, c'est des temps longs. Donc, les forfaits innovation permettent effectivement de pouvoir commencer à faire des revenus et à avoir votre dispositif sur le marché avant même qu'il soit donc officiellement remboursé. Mais les budgets alloués aux différents hôpitaux sur ces innovations restent quand même très limités parce que leur gagne-pain, entre guillemets, se fait par l'activité. Et l'activité, par définition, se fait principalement sur des produits qui sont déjà matures. Et l'innovation, il va falloir qu'elle trouve des adopteurs, qu'elle fasse ses preuves, etc., etc. Donc, il y a tout un changement de mindset à mettre en place si on veut favoriser l'innovation. Vous avez un constat tout à fait partagé et quelque part tant mieux. Par rapport à Fine Art, quelle a été du coup votre stratégie pour lever tous ces freins et passer toutes ces étapes? Et est-ce que finalement votre expérience, puisque vous parliez de faire émerger des champions, est-ce que votre expérience peut être un cas d'école ou en tout cas une locomotive pour d'autres acteurs européens? Alors, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, c'est effectivement, lorsqu'on a été, si je reviens au programme Tech for Cure, qui est donc ce programme financé par France 2030, mais sous l'impulsion de la Commission européenne, c'est bien pour créer des locomotives et créer des chefs de file des différentes filières, et notamment de la verticale sur le dispositif médical implantable actif. Donc, nous, on a été reconnu comme un de ces chefs de file. Donc, le chef de file, par définition, c'est la locomotive qui doit tirer et fédérer autour de soi tout un tas d'acteurs qui vont permettre de créer cette filière. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans le cadre de Tech for Cure, mais aussi dans le cadre de projets qui sont en cours de discussion, qui sont un petit peu de projets indirects par rapport au programme initial européen, qui vont permettre de syndiquer autour de nous tout un tas d'acteurs qui vont s'inscrire dans le parcours patient, parce que nous, on est sur l'insuffisance cardiaque, pour pouvoir faire émerger cette filière du dispositif implantable en cardiologie dans l'insuffisance cardiaque, mais qui va servir, parce que c'est ça l'ambition. Encore une fois, le transfert d'énergie, ce n'est pas uniquement pour des dispositifs cardiologiques, c'est pour toute aire thérapeutique qui ont besoin de transférer de l'énergie et de la donnée. Donc tout ce qu'on est en train de monter va pouvoir aussi servir d'autres aires thérapeutiques et se disséminer dans d'autres types de dispositifs. Donc, c'est un projet qui est très ambitieux, mais qui prend du temps, d'où l'importance d'avoir ce type de financement. On a parlé finalement financement, on a parlé filière d'industrialisation, on a parlé de réglementation aussi. Il y a encore peut-être deux notions qu'on pourrait aborder pour voir vraiment l'ensemble de la filière. C'est la question des données et c'est la question de la souveraineté. Je crois que c'est des notions qui sont très importantes. Peut-être sur la donnée et puis sur la souveraineté. Je vous laisse réagir. Comment est-ce que ça se gère et comment ça devient stratégique? Alors, déjà, une petite parenthèse sur pourquoi on parle beaucoup de données de santé, les entrepôts de données, etc. Parce que c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Encore une fois, et si encore une fois je me focus sur le dispositif médical implantable, le fait que ces dispositifs deviennent actifs, c'est bien parce qu'on peut communiquer avec eux et donc ils peuvent nous informer sur comment ils fonctionnent, comment on peut adapter l'efficacité de tel dispositif à la spécificité, à la pathologie d'un patient en particulier. Tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que moi j'appelle la médecine du futur, mais qui est la médecine d'aujourd'hui, qui est la médecine déjà 3P, qui est la médecine prédictive, préventive, participative, c'est même 5P, par la preuve. Donc la donnée, c'est de la preuve que le dispositif fonctionne ou fonctionne pas. Et très certainement, les systèmes de santé et les mécanismes de remboursement vont évoluer vers ces mécanismes prédictifs, etc., pour pouvoir payer à sa juste valeur une thérapie, un dispositif qui aura montré toute son efficacité. Mais pour ça, cette donnée-là, il faut bien qu'elle soit souveraine.
Et il faut qu'on mette en place des protocoles d'interopérabilité pour que tout le monde puisse y accéder. Pourquoi nous, on s'est posé en chef de file autour de cette thématique-là? Parce que l'insuffisance cardiaque, c'est certainement une des pathologies qui permet, dans un parcours patient, du diagnostic précoce jusqu'au suivi des implants par télécardiologie ou télémédecine, en passant par la chirurgie, en passant par de la planification chirurgicale, à tous les étages et à tous les stades d'évolution de la maladie, on a de la donnée. Et donc, s'il y a bien une pathologie qui permet de créer un démonstrateur qui va pouvoir ensuite être disséminé pour d'autres aires thérapeutiques, c'est bien l'insuffisance cardiaque. Donc, mais pour ça, il faut que la donnée soit souveraine. Il ne faut pas que ce soit dans des clouds qui soient aux États-Unis. Il ne faut pas que la façon de sécuriser la donnée soit... il y a des trous dans la raquette. Donc, la cybersécurité, c'est une thématique extrêmement importante, etc. Donc, ça revêt beaucoup de choses autour de ça. Et donc, ça devient un élément stratégique majeur, comme l'était dans le passé, un matériau ou un implant ou une batterie. La donnée, qui est quelque chose de non palpable finalement, devient maintenant quasiment l'élément presque le plus stratégique dans les dispositifs médicaux. Une de ces briques de la filière, et effectivement, ces données doivent être sécurisées et rendues souveraines. J'ai pas forcément grand-chose à redire. Non, mais juste insister sur le fait que, en effet, cette donnée, elle est souveraine puisqu'on ne la traite pas de la même manière en Europe et aux États-Unis. Ouais. C'est un bien propre. Aux États-Unis, c'est un bien commun. Donc ça, c'est quand même une différence. C'est une notion aussi de souveraineté derrière pour l'Europe. C'est une notion aussi de fiabilité de la donnée. Arnaud l'a dit, la donnée doit être fiable. Et la manière dont elle est traitée, dont elle est gérée, n'est pas la même chose. Et on voit bien aux États-Unis sur des développements de modèles d'IA où ils ont des biais parce que les données d'entrée ne sont pas soit assez diversifiées en termes de population, etc. En France et en Europe, on a cette richesse d'avoir une population extrêmement métissée, d'avoir des systèmes de santé qui permettent de les inclure partout et donc d'avoir des données qui sont beaucoup plus représentatives. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et c'est important aussi bien, Arnaud l'a dit, pour le parcours de soins et mieux traiter les gens, mais c'est également essentiel pour développer de nouveaux produits de santé qui soient adaptés à ces populations. Donc, il y a vraiment les deux pans à prendre en compte. Si on avait un mot, puisqu'on arrive dans la fin de cette table ronde, pour conclure, avec une priorité majeure pour structurer et réussir cette filière européenne, ce serait quoi, Arnaud Mascarel? Je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est réussir vraiment à aligner à la fois l'innovation, le marché, parce que l'innovation, s'il n'y a pas de marché, ça restera dans les cartons. Donc c'est bien quand même le marché qui est le moteur de tout ça. Mais encore faut-il que tout soit aligné. Et donc je reviens, un marché segmenté, c'est compliqué. Donc c'est aligner l'innovation, les capacités industrielles et le marché. Et c'est ça qui fera qu'on va réussir. Moi, j'aurais tendance à dire construire une Europe forte sur la santé, unie, comme l'a dit Arnaud, mais également avec une réglementation qui soit plus bienveillante envers les entreprises, qui permette de rebooster l'innovation clinique et un accès au marché, en effet, qui soit facilité pour nos entreprises en particulier. Merci à tous les deux pour cette discussion autour des dispositifs médicaux implantables actifs et sur donc la structuration de cette filière européenne. Merci beaucoup. Merci à vous.